sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y aura 60 ans mardi prochain, le 5 mars, disparaissait Joseph Staline, un grand anniversaire que Franck Ferrand ne pouvait pas laisser passer. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Et oui, ça va faire 60 ans en effet que Staline est mort dans des conditions romanesques, je vais vous les raconter, et après avoir régné sans partage pendant plus d'un quart de siècle sur un empire soviétique alors à son apogée. Staline, de son vrai nom Joseph Vissarionovitch Djougashvili, donc originaire Djougashvili de Géorgie. Staline, vu du XXIe siècle, c'est d'abord un des principaux acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Certes, dans un premier temps allié de Hitler avant de devenir son principal ennemi, mais là n'est pas l'essentiel. L'important, c'est que Staline, qui en russe Staline, c'est l'homme d'acier, aura exercé la plus totale des dictatures personnelles sur l'URSS pendant près de 30 ans, avec des conséquences sur lesquelles les historiens discutent. Certains disent que le régime instauré par lui serait directement à l'origine de 3 millions de morts, d'autres avancent le chiffre de 20 millions. Nous avons 1 heure pour revenir ensemble sur ce terrible bilan. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il neige sans cesse sur Moscou en ce début de mois de mars 1953. C'est une année très neigeuse et la capitale des soviets est couverte par cette espèce de, vous savez, de neige. Je sais pas trop comment désigner cette neige salie qu'on trouve dans les villes soviétiques, salie par les activités humaines, évidemment. Or, en ce début de mars 1953, en dépit de la neige et malgré le froid intense et la nuit qui tombe si tôt, la Russie est en éveil. Le peuple entier retient son souffle car on vient d'annoncer à la radio que le camarade Joseph Staline, le génial généralissime, comme l'appellent les journaux, le nouveau tsar rouge de toutes les Russies, est entre la vie et la mort. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans ce pays, d'une bombe atomique, on devrait dire en 1953, dans ce pays figé par la dictature où les nouvelles sont d'habitude distribuées au compte-gouttes. Alors à Paris, le service des écoutes s'est littéralement branché sur la radio de Moscou. Ce service comprend une bonne part d'émigrés russes, dont d'ailleurs le fils d'un ancien premier ministre du tsar, Stolypine. Vous savez qu'à l'époque, les informations filtrent très mal hors d'Union soviétique et c'est donc le seul moyen d'être informé en temps réel. C'est donc comme cela que dans la nuit du 5 au 6 mars de cette année 53, on apprend, un peu après 2 heures du matin, que Staline est mort. Depuis Paris, la nouvelle est alors répercutée dans le monde entier et on peut dire que sur tous les points du globe, on mesure l'importance de l'événement. Staline est depuis si longtemps le maître de l'Empire soviétique dans un monde qui est devenu totalement bipolaire. En Russie, le culte de la personnalité de Staline atteint des sommets. C'est Fernand d'Estaing qui a calculé que dans la seule gare de Kazan, on trouvait 102 portraits de Staline en 1952, vous imaginez. Et dans un numéro de la Pravda d'août 52, on a relevé 123 fois le nom de Staline. À se demander s'il y avait là-dedans un seul article qui ne parlait pas du génial généralissime. Sa statue à Moscou mesure 72 mètres de haut. L'image de l'homme est partout, bien entendu. Alors, on trouve ça aujourd'hui, c'est presque folklorique, ça nous fait rire, mais il faut se mettre quand même, toujours se replacer dans le contexte et imaginer ce que devait être la vie des soviétiques dans cette époque, notamment dans cette dernière partie, ce dernier moment d'un règne de Staline qui est un règne de plus en plus contesté, on va y venir. Il faut dire qu'en 53, notre homme a 73 ans, il est usé, il est aigri, il est devenu paranoïaque, mais ça fait déjà longtemps, on y reviendra, et quand il se rend, pour vous donner une idée, quand il se rend dans sa datcha de Kuntsevo, qui se trouve aux environs de Moscou, c'est l'ancienne résidence des princes Orlov, alors on part en voiture officielle, bien entendu, les fameuses ZIS, vous savez, qui étaient si spectaculaires, ces limousines soviétiques, eh bien, en fait, il a plusieurs voitures, on ne sait jamais dans laquelle il se trouve. Presque tous les dictateurs de toutes les époques ont d'ailleurs eu ce genre d'attitude. À table, il fait goûter ses plats. À Kuntsevo, il dispose de 4 chambres strictement identiques qui sont toujours toutes prêtes, ce qui fait qu'on ne sait jamais dans laquelle il va dormir. Les portes sont blindées, et il s'enferme lui-même à l'intérieur comme dans un coffre-fort. C'est assez invraisemblable. Il communique avec son aide de camp par téléphone pour se faire livrer du thé notamment ou de la vodka. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que depuis qu'il a eu de sérieux ennuis de santé, plusieurs accidents cardiaques,
Staline boit beaucoup moins, il ne fume même plus ces fameuses pipes de Nil, vous savez qu'il l'avait rendu si célèbre. Sans vouloir jouer les moralistes, je dirais que cet homme a sans doute fait trop de mal pour être parfaitement indemne lui-même. Il a été usé par le pouvoir qui est, disons-le, son seul délice. Avant de revenir en détail sur les circonstances de la mort de Staline, et vous allez voir que ça vaut la peine, j'aimerais, en compagnie de mes invités, creuser un peu la question, revenir sur le destin hors du commun de cet homme, un destin ponctué de bains de sang et de sourdes violences. La Russie sous le joug mongol, extrait d'Alexandre Nevsky de Sergueï Prokofiev. À tout de suite pour la suite d'Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et avec vos invités Franck sur Europe 1, on entend à l'instant Dimitri Kazali, que nos auditeurs connaissent bien. Il est l'auteur avec Antoine Auger de Staline et son temps aux éditions Mango, et également avec Dimitri, nous. Dont nos auditeurs vont finir par croire qu'il vient tous les vendredis maintenant. Il a la carte du bon client. Avec nous également Jean-Jacques Marie, agrégé de lettres classiques et licencié d'histoire. Il est auteur quant à lui de Staline, 1878-1953, Mensonges et mirages aux éditions Autrement. Jean-Jacques Marie, qui est le grand spécialiste de la période et du sujet. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Alors Jean-Jacques Marie, ce qu'il faut peut-être commencer par dire à nos auditeurs, parce que c'est un aspect que l'on ignore ou que l'on néglige parce que Staline a tout fait pour qu'on ne le sache pas trop lui-même, c'est que c'est un peu, c'est quelqu'un qui est physiquement handicapé au départ. Hein. Il a quand même un certain nombre de handicaps. Oui, c'est le seul survivant de 3 enfants vivant dans une famille extrêmement pauvre et misérable même. Deuxièmement, il a eu un accident qui lui a broyé le bras gauche. Il était tout jeune, il faut dire. Il avait 9 ans. Un fiacre qui l'a renversé, qui a écrasé le bras gauche. Ensuite, il a eu la variole qui a marqué son visage, laissé des traces. Il avait le visage tout avelé, en fait, ce qu'on ne montre pas sur les photos, parce que tout ça a été arrangé, bien entendu. Il y a autour de Staline cette espèce de mise en scène permanente, c'est-à-dire qu'on réécrit l'histoire, on retouche les photos, enfin tout est fabriqué autour de lui. Et à partir du moment où il accède au pouvoir suprême, et où en même temps, il met sur pied un parti qui n'est plus un parti, qui est une espèce d'énorme machine à dicter des ordres de haut en bas. Et il crée une légende dans laquelle il devient une espèce de personnage à la fois au-dessus des hommes, divinisé. Il se fait quand même attribuer le titre de plus grand homme de tous les temps et de tous les peuples. Quand vous avez un titre pareil, oui, c'est clair, il faut le mériter. Oui, on ne peut pas avoir des marques de petites vérolles. Pas trop de défauts. Ou avoir de faiblesse. Il avait même, dit-on, il avait les orteils collés entre eux, Dimitri Kazali. Oui, il faut insister absolument sur cette enfance martyre, puisqu'il est quand même le fils d'un cordonnier alcoolique et d'une mère qui a connu le servage du tsar. On a d'ailleurs dans vos 2 ouvrages la photo de sa maison de naissance, de sa maison natale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une cabane en fait. C'est très très modeste, bien sûr. Même si c'est devenu une sorte de temple à la grande époque, évidemment. Mais... Oui, c'est une cabane misérable, mais en 1935, Beria, qui dirige à cette époque-là le Parti communiste de Géorgie, fait encastrer cette cabane dans une construction type temple grec. Une sorte de grand mausolée. D'ailleurs, c'est très caractéristique du stalinisme qui repose toujours sur le mensonge. Il y a une différence radicale entre la réalité, cette petite cabane, et l'apparence extérieure, cet enrobage de marbre. C'est vrai que c'est un beau symbole. Alors, pardon, j'ai coupé la parole à Dimitri qui nous parlait de l'enfance misérable Et battu à mort donc par ses 2 parents. Son père le frappait, mais sa mère aussi, parce qu'elle voulait absolument qu'il réussisse et elle va l'envoyer au séminaire pour qu'il devienne prêtre. Mais malheureusement, malheureusement pour l'histoire de l'humanité, il ne deviendra pas prêtre. Mais ce que je voudrais souligner avant tout, c'est quand même le paradoxe Staline. L'énigme Staline, pour moi, c'est absolument hallucinant qu'un personnage qui soit un grand personnage comme lui, qui soit à la fois le bourreau de son propre peuple, on va parler des millions et des millions de victimes qu'il a fait, soit à la fois le symbole de l'espérance pour des millions d'autres militants communistes à travers le monde, et pareil pour son côté ordre
puritain. Il est à la fois puritain dans sa volonté sur la société soviétique, mais par ailleurs, c'est pas un débauché notoire, mais presque. Il a quand même beaucoup de vices, en particulier l'alcool. Et idem, c'est un Géorgien, donc fils, donc je dis d'un cordonnier de Géorgie, qui va devenir le chantre de la Russie éternelle nationaliste. Ouais, donc c'est vraiment l'homme des paradoxes. Et pour finir sur l'ordre moral sur la société soviétique, il faut quand même rappeler que Staline va interdire l'homosexualité, qui sera interdit dans la société soviétique et condamné à 5 ans de camp de Sibérie pour homosexualité. Alors il a justement, il a été formé au petit et au grand séminaire. Ce sont des années d'études religieuses quand même. Et vous dites, ça c'est assez frappant, Jean-Jacques Marie. Vous dites qu'en fait c'est peut-être là qu'il a découvert le double langage en quelque sorte. Oui, bien sûr, Staline, élève au séminaire, n'est pas encore le Staline des grandes purges, du sacrifice de millions d'hommes. Mais effectivement, dans ce séminaire, où les élèves sont soumis à une surveillance permanente, fouillée, où on surveille leur lecture, il apprend assez vite qu'il faut dire l'inverse de ce que l'on pense si on veut pouvoir construire sa carrière. Alors nous venons au début de cette fameuse carrière politique de Staline dans un instant. Et nous parlons de Staline aujourd'hui sur Europe 1. Staline dont on s'apprête à célébrer le 60e anniversaire de la disparition, Franck. Oui, et alors nous verrons tout à l'heure à la fin de l'émission comment ça se passe en Russie, parce que ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, nous sommes très sévères sur Staline, bien sûr en Occident, mais en Russie, les choses sont plus ambivalentes. On y viendra tout à l'heure à la fin de l'émission. Alors, comment a-t-il commencé ? Au départ, c'est un tout jeune révolutionnaire, un peu brouillon, disons-le. Oui, c'est un jeune révolutionnaire qui se bat dans un régime où il faut évidemment agir dans la clandestinité, puisque bizarre, à dans le régime tsariste, il n'y a aucun droit de créer un parti politique, pas le droit de créer un syndicat. La société est soumise à l'emprise de l'Église orthodoxe, qui le paiera cher un peu plus tard, mais avec laquelle Staline conclura une alliance en 1943, comme pour racheter ses défauts passés. Et c'est un jeune révolutionnaire comme des centaines d'autres qui commencent à, émerger de l'action clandestine dans la simple Géorgie à partir du milieu après la révolution de 1905. Jusqu'alors, c'est un militant parmi d'autres. Enfin, il faut rappeler que c'est un braqueur de banque, qu'il a un véritable bandit qui arrête pas de faire des hold-up pour trouver des sommes pour le mouvement révolutionnaire. Oui, pas pour s'enrichir lui, non, pour le mouvement révolutionnaire. Oui, il faut replacer, c'est vrai, en 1906-1907, mais à cette époque, tous les partis révolutionnaires ou nationalistes le faisaient. Pilsudski, futur président de la Pologne, a lui-même organisé des ex de ce type. Il la dissimulera dans sa biographie. On peut pas être président et avoir attaqué des banques. Mais à l'époque, tout le monde le fait, même les mencheviks en Géorgie, parce qu'il faut bien financer le parti. Les gens ne paient pas de cotisation pour cause. Donc c'est une espèce de queue de la révolution. Il y a un hold-up qui est resté connu, c'est celui de Tbilissi notamment. Oui. Hein. Donc on est en 1907 là. Et en juin 1907, oui. Et là, ça rapporte pas mal d'argent, entre 250 et 300 000 roubles. 380 000 roubles. Voilà, oui, c'est ça. Dont une partie seulement pourront être échangés parce que une partie des billets la banque avait noté les numéros. Et donc le futur ministre des Affaires étrangères soviétique, Litvinov, sera pris en train d'échanger en 1908 des billets qui ont été notés. Alors, on est obligé d'avancer un peu vite. C'est très intéressant ce que vous racontez sur la jeunesse de Staline. C'est pas du tout l'image qu'on pourrait avoir. On est en présence d'un personnage qui crée beaucoup de désordre, lui qui deviendra plus tard l'incarnation universelle de l'ordre. C'est assez étonnant. Au moment de la Première Guerre mondiale, il est déporté. Le voilà parti en Sibérie. Ah oui, très au nord, même Touroukan, c'est tout près du cercle polaire. Et là, pendant 3 ans, il est isolé dans cet endroit. Il ne fait rien, il ne peut d'ailleurs rien faire, entre nous soit dit. Non. Même si Barbus expliquera qu'il passait son temps à écrire des textes géniaux dont jamais personne n'a retrouvé la trace. Ils ont été portés disparus, les fameux textes. Alors, il va quand même faire un enfant, une paysanne. L'histoire de cet enfant est une histoire absolument extraordinaire, Dimitri Casali. Oui, c'est son premier mariage avec Catherine, effectivement, qui va mourir dès 1907 de la tuberculose. Et c'est
pour Staline, c'est le second grand traumatisme de sa vie. Il y a son enfance martyre, ce qui a dû le marquer, traumatiser, bien sûr, mais il y a aussi la perte de cette femme qui était une brave paysanne, mais qui lui donnait confiance quand même en l'existence. Et là, il écrit lui-même, comme le jour de la mort de Catherine, il perd ses dernières illusions envers le genre humain. Et elle va lui donner un fils qui s'appelle Jacob. Et ce fils, Staline le repoussera, le traitera extrêmement durement. Et la preuve, c'est qu'en 41, il est fait prisonnier par les Allemands. Et Hitler, tout de suite, fou de joie, apprend qu'il a le fils de Staline. Il a le fils de Staline, ça c'est entre formidable. ses mains, il propose tout de suite, une année après, de l'échanger contre le maréchal von Paulus. Et Staline répond comme ça, de but en blanc, on n'échange pas un maréchal allemand contre un lieutenant de l'armée rouge. Ouais, et son fils mourra l'année d'après dans les camps allemands. Il l'a sacrifié, ce Jacob ? Il n'aimait pas ce Jacob, parce que Jacob avait comme caractéristique d'être un homme extrêmement simple et qui a refusé de bénéficier des privilèges de la nomenclatura qui s'est installée avec Staline au pouvoir dès la fin des années 20. Et donc, il a tourné le dos au monde du Kremlin et de cette bureaucratie très vorace. Et ça, Staline ne lui a jamais pardonné. Ensuite, il a épousé une jeune juive. Alors, deuxième péché pour Staline, ça fait beaucoup. Que d'ailleurs Staline fera arrêter après que Jacob a été fait prisonnier par la Wehrmacht. Oui, c'est terrible. Il n'y a pas vraiment aucune forme de pitié. Alors revenons un peu en arrière. Revenons donc à cette révolution de 1917 et surtout à la prise du pouvoir, au coup d'État bolchevique d'octobre 17. Il fait partie de ceux qui prennent le pouvoir. Staline, il est là déjà dans les rangs. Oui, il est là. Alors, justement, je voudrais rappeler simplement, c'est très court, ce que Jaurès avait annoncé tout ça le 29 juillet, la veille de son assassinat. Il avait dans un article écrit... En 14, donc là. En 14, juillet 14, oui. Si les dirigeants réussissent à entraîner les masses dans la guerre, à mesure que les horreurs de la guerre se développeraient, les hommes dégrisés se tourneraient vers les dirigeants allemands, français, russes, italiens et leur demanderaient « Quelle raison nous donnez-vous de tous ces cadavres ?» Et alors la révolution déchaînée leur dirait « Va-t'en ». On peut dire que c'est une prévision assez remarquable qui s'est réalisée pleinement en Russie. Une grande clairvoyance. Parce que la raison fondamentale de la révolution, c'est le coût de la guerre, à la fois économique et en hommes. Staline, 1878-1953, de Jean-Jacques Marie, Mensonges et mirages, c'est le sous-titre de cet ouvrage publié chez Autrement. Avec une émission consacrée jusqu'à 14h sur Europe 1 à Staline, Franck. Alors Staline, il faut qu'on avance évidemment, je suis bien conscient d'aller à très grands pas, mais je vous redonnerai les références des ouvrages de nos invités dans lesquels vous pourrez ensuite entrer dans le moindre détail. Staline fait partie du bureau politique qui est créé donc au printemps 1919, 5 membres, donc là il est vraiment dans la direction collégiale non seulement du parti mais très vite de l'État. Le pas important, c'est 3 ans plus tard lorsqu'il devient secrétaire général du comité central contre l'avis de Lénine du reste, qui n'était pas du tout d'accord, Jean-Jacques Marie. Enfin, à ce moment-là, Lénine ne s'y oppose pas. Il changera. Il le déconseille. Il le déconseille, mais enfin, mais c'est un peu plus tard. À cette époque-là, en fait, il laisse Staline occuper ce poste, qui d'ailleurs est un poste administratif à l'époque. Il le trouvait brutal pour le poste. Alors, faut dire que c'est l'année suivante, oui. C'est-à-dire que lorsque Lénine va tomber très malade en mars 1922, en mai 22, 2 mois après l'élection de Staline. Et quand il reprend, quand il participe à nouveau à la vie politique, en octobre 1922, il prend conscience brusquement du fait que Staline a occupé un espace et développé une politique qui ne correspond pas à ce qu'il voudrait. Entre autres, une politique nationale consistant à vouloir, assimiler obligatoirement toutes les républiques soviétiques à la République russe et à s'opposer à toute forme d'autonomie, en particulier pour la Géorgie et les territoires de Transcaucasie. Et deuxièmement, il est scandalisé par un certain nombre de positions de Staline qui l'amèneront à écrire quelques mois plus tard, en décembre 22 et janvier 1923, qu'il faut écarter Staline du poste de secrétaire général parce qu'il est trop brutal et qu'il a acquis un pouvoir illimité, dont il pense qu'il se servira fort mal. Un pouvoir illimité, Dimitri, qui s'appuie notamment sur une espèce de bande, car il y a autour de lui des gens de plus en plus fidèles et de plus en plus nombreux, il faut le dire. Absolument. Là où il est machiavélique, c'est qu'il va nourrir l'organe du parti, du comité et de la bureaucratie. On peut dire que c'est quelque part lui le créateur de la bureaucratie. La fameuse bureaucratie soviétique. Il en est l'un des grands promoteurs, oui.
parce qu'en fait, avec cette clientèle qui lui doit donc leurs emplois, il se crée effectivement une fidélité certaine au sein de l'appareil, et surtout, ça va lui permettre de mettre en œuvre toutes ces grandes purges. Tous les concurrents possibles vont être systématiquement éliminés. Il faut voir. Donc alors, on va venir tout à l'heure aux purges des années 30. Restons un instant sur cette installation de ce qu'on pourrait appeler la nomenclatura en quelque sorte. C'est-à-dire que on crée une sorte de nouvelle oligarchie qui est certes communiste soviétique, mais qui n'en est pas moins une oligarchie. Oui, cette nomenclatura, au point de départ, la nomenclatura, c'est le fait que son secrétariat désigne de façon souveraine les 800 postes les plus importants du gouvernement. Puis cette nomenclatura s'élève très vite, d'abord elle s'élargit. Quand Staline meurt, c'est 40 000 postes. Okay. Et s'élargit. Et deuxièmement, dans une société qui est entièrement ruinée par la guerre et la guerre civile, ça a duré 7 ans. Voilà, il y a le nombre de morts, mais il y a la ruine totale. Une société qui est marquée par la pénurie, le manque de tout. C'était déjà le cas de la Russie tsariste, mais après 7 ans de guerre civile, c'est beaucoup plus terrible. La pénurie, ça engendre toujours le privilège chez ceux qui ont la possibilité de la répartir, de décider qui va payer les pots cassés et qui va écrémer des privilèges qui, au point de départ, sont très limités d'ailleurs, mais qui, au fil des années, vont s'accroître et devenir une véritable corne d'abondance à partir du milieu des années 30. L'idéal léniniste initial de l'égalité concrète va voler en éclats. C'est-à-dire que dès le début des années 30, il n'est plus question vraiment d'égalité, notamment dans les traitements des fonctionnaires. Oui, Lénine avait décrété le maximum communiste, c'est-à-dire le fait qu'un communiste, responsable, directeur d'usine ou ça, ne pouvait pas toucher plus qu'un ouvrier qualifié. Alors bien sûr, entre la loi et son application, il y a toujours forcément dans une réalité marquée par la faim des aménagements. Mais ensuite, Staline, en 29, augmentera le maximum, et en 32, il le supprimera, mais ce qui est très frappant, il n'y a aucune circulaire annonçant cette suppression, ça fera par téléphone. C'est-à-dire chaque secrétaire du Médé central sera chargé de téléphoner à des secrétaires régionaux pour leur dire c'est supprimé. Oui, on n'a pas de texte, on n'a pas de texte, non, parce que s'il y a un texte, il peut être connu. Et donc l'une des astuces de Staline, c'est que toutes les mesures qui sont clairement l'inverse de ce que la révolution engendrait, et sur bien d'autres points aussi, ça se fait dans la discrétion la plus totale. De la même façon, l'ordre, quand il donnera l'autorisation de torturer ceux qui sont arrêtés. Il y aura un texte accompagné de l'ordre de le détruire. Mais il sera gardé par un secrétaire du PC du Daghestan, vous voyez, les républiques lointaines. Heureusement, ce qui permet aux historiens d'avoir des preuves. Absolument. Sinon, on n'en aurait pas. Et on peut imaginer que dans ce système stalinien qui se met en place dans les années 30 et qui va prendre une importance considérable avec la Seconde Guerre mondiale, on peut imaginer qu'un très grand nombre d'ordres nous échapperont à jamais, puisqu'ils ont été justement des ordres oraux. Ça, c'est assez... Absolument, d'où la difficulté de chiffrer les fameuses grandes purges, enfin que oui. Marie a chiffré à 680 000 exécutions pour ce qui est des dirigeants soviétiques. De personnel d'élite, sans compter au sein de ces 680 000, plus de 70 généraux novateurs qui vont vraiment, donc c'est les grandes purges de 37, 36, 37, 38 même. 38 qui vont absolument manquer durant la Seconde Guerre mondiale dans les rangs de l'armée rouge contre l'attaque nazie. Effectivement, il y a les 70 meilleurs généraux russes ont été exécutés par Staline. Mais il faut expliquer d'où elles viennent, ces purges, parce que pour nos auditeurs, ça paraît quand même assez mystérieux. Quelle est l'inspiration, quelle est, si j'ose employer le terme, la philosophie de ces grandes purges staliniennes de la fin des années 30, Jean-Jacques Marie? Il y a un homme qui l'a expliqué assez bien, d'ailleurs c'est Egor Gaïdar, qui sera le premier ministre de Boris Yeltsin, c'est assez amusant. Il a dit 1937, ça marque l'accès au pouvoir de la nomenclatura sur les débris du vieux parti bolchevique. Et il a une formule qui me paraît assez juste, mais cette nomenclatura n'a pas comme objectif l'accumulation du capital, mais l'utilisation maximale du capital pour elle-même. Et donc il faut éliminer tout ce qui a un rapport quelconque avec la révolution égalitariste de 1917. Et donc, d'ailleurs, disons, c'est dit par beaucoup de gens. Qu'il s'agit de créer un nouveau parti qui soit l'expression de cette nomenclatura jouisseuse et avide.
Alors évidemment, la terreur, elle se répand dans les cercles de pouvoir. C'est d'ailleurs le propre d'un certain nombre de ces très grands tyrans que d'avoir semé comme ça la peur au ventre de toutes les élites. Bon, ça, c'est assez classique, si je puis dire. Ce qui est plus extraordinaire, c'est que sous Staline, cette terreur, elle s'étend à la population elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des lois, des règlements d'une très grande dureté. Hein. Je pense par exemple au cas des ouvriers qui arrivent en retard au travail, par exemple. Hein. Oui, comme cette politique, la politique de Staline à partir de 30 lèse les intérêts généraux de la masse de la population, ouvriers et paysans. Donc il adopte une législation d'une extraordinaire brutalité. 7 juin 32, il y a une loi qui condamne à mort quiconque vole 1 kilo de beurre, un morceau de pain ou des épis qui restent sur un champ après la moisson. Oui, la loi dite des 5 épis. En 35, il étend la peine de mort aux enfants à partir de l'âge de 12 ans. Et dans les années, dans les années 38-40, il prend toute une législation contre les ouvriers. Tout ouvrier qui arrive plus de 3 fois en retard 20 minutes à son travail peut être condamné à une peine de 1 an à 3 ans de prison ou de camp. Or, à l'exception du métro de Moscou, les transports en commun marchent très très mal. Donc, arriver en retard à son travail, ça peut arriver sans qu'on le fasse exprès. Oui, évidemment. Et il a rétabli le livret de travail dès 32, le livret de travail pour l'ouvrier, qui date de l'époque tsariste, qui avait été abrogé par les bolcheviks en 18, et il le rétablit comme un élément de contrainte. Et en 38, enfin, il interdit aux ouvriers de quitter volontairement leur usine. Alors, il y a un grand sujet sur lequel vous vouliez qu'on insiste, et vous avez raison, il faut le faire maintenant, c'est celui de la déportation de populations entières, en vérité. Hein. Des mouvements de population obligatoires. Oui, ça commence en 37. En 37, Staline donne l'ordre de déporter les 160 000 Coréens qui sont installés dans la région de Khabarovsk-Vladivostok. Vous savez, la mainmise du Japon sur la Corée, c'était terrifiant. Donc les Coréens fuyaient à tour de bras vers la Russie tsariste d'abord, puis ensuite en Russie soviétique. Et avec les menaces que fait peser le Japon sur l'Union soviétique, Staline suppose que ces 160 000 peuvent être des espions potentiels japonais. Donc il les déporte tous en Ouzbékistan et Kazakhstan. Ce qui est extraordinaire, c'est que le chef du NKVD chargé d'organiser cette déportation, Lyushkov, c'est lui qui l'année suivante passera au Japon avec les documents secrets qu'aucun des malheureux Coréens n'aurait pu avoir. Et ensuite, alors, il y aura la déportation de tous les Allemands héritiers des Allemands, de la Volga d'ailleurs, qui descendaient des Allemands qui s'étaient installés là sous Catherine II. Et ensuite, alors, à partir de 43 jusqu'à septembre 44, des déportations de populations entières du Caucase, avec des épisodes qui rappellent Radour-sur-Glane. Quand il déporte les Tchétchènes, un jour, il y a un capitaine du NKVD, il doit déporter les Tchétchènes d'un village qui est trop loin de Grozny, trop loin du train. Il enferme 700 femmes, vieillards et enfants dans un hangar et il met le feu. Et ce capitaine du NKVD sera le futur gendre de Kosygin. C'est du KGB, hein. Le KGB sera décoré et c'est le futur gendre du Kosygin qui sera Premier ministre sous Brejnev. Héros de l'Union soviétique. Héros de l'Union soviétique. Le stalinisme va très loin. On sourit, mais c'est effroyable. Horrible. Alors évidemment, il faudrait parler de la grande guerre patriotique, hein, de ce conflit à partir du retournement, de la fin du pacte germano-soviétique, l'invasion de l'Union soviétique par les troupes allemandes et puis Stalingrad, dont on célèbre aussi l'anniversaire en ce moment, etc. Il faudrait parler du généralissime en quelque sorte et de l'image qu'il a pu avoir à l'extérieur de l'Union soviétique aussi. Après tout, c'est un des 5 grands dirigeants de la Seconde Guerre mondiale. C'est un autre aspect de Staline sur lequel nous ne reviendrons pas. Et puis, j'aimerais vous raconter maintenant, si vous le voulez bien, les circonstances de sa mort, parce que là, il y a une véritable énigme historique sur laquelle, bien entendu, je vous demanderai ensuite de vous prononcer. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Un récit qui nous raconte maintenant sur Europe 1 la mort de Staline. Oui, alors vous êtes bien conscient que je suis obligé d'avancer dans le temps. Oui. Nous sommes en octobre 52, au moment du 19e congrès du Parti communiste, où, alors il faut imaginer les 1500 délégués qui applaudissent debout le guide bien aimé. Staline, on pensait, allait passer la main. Tout le monde en était convaincu parmi les analystes, les observateurs étrangers. Est-ce qu'il allait désigner Malenkov ou plutôt Khrouchtchev? Enfin, en tout cas, on pensait, eh bien non. Il décide de renforcer encore son autorité personnelle et dans les semaines qui suivent, on va le voir se détourner du camarade chef de la police, de Beria. D'ailleurs, son portrait passe de la 4e à la 6e place dans les cérémonies anniversaires de novembre. C'est jamais très bon signe, ça. On lui retire la compétence dans un procès à Kiev à propos de marché noir et
là, les observateurs comprennent que Staline est en train de monter quelque chose. Il est en train, tout simplement, de développer l'idée d'un complot. Or, le 13 janvier 53, 15 personnalités sont arrêtées. Ce sont des médecins qui sont suspectés d'avoir prescrit un traitement nocif contre le guide. 9 noms sont cités, et parmi les 9, il y en a 6 qui sont des noms de juifs. Et alors là, on renoue avec, on croyait vraiment que ça avait disparu avec la révolution, bien pas du tout. On renoue avec cette vieille tradition de l'antisémitisme russe, les juifs toujours désignés comme bouc émissaire à la foule. Et Staline monte l'affaire, il appelle ça l'affaire du complot des blouses blanches, ça on n'en a pas parlé, mais c'est ce sens de la communication extraordinaire qu'il avait. Il avait toujours le sens de l'image qui frappe, évidemment. Or, le 28 février, Staline réunit à Moscou dans son bureau un présidium, donc 25 membres, qui remplace l'ancien politburo de 12 membres, qui avait été jugé pas assez fiable, en quelque sorte. Et c'est dans cette circonstance qu'aurait eu lieu l'accident. Alors, quel accident ? Eh bien, celui qui, à terme, devait coûter la vie au tyran. Je vous ai dit qu'il était mort tout à l'heure pour commencer cette émission, mais je ne vous ai pas dit comment. Et pour cause, on ignore en grande partie les circonstances de cette mort. La part du secret, qui comme une chape de neige recouvre alors tout ce qui peut se passer au Kremlin ou à Kuntsevo, fait qu'on ne sait pas vraiment. Et pour tenter de savoir ce qui s'est passé, en l'absence d'éléments incontestables, qui peut-être viendront un jour, on en est réduit pour le moment à tabler sur les récits qui ont fini par filtrer et qui sont le fait de témoins oculaires du drame. Alors le premier témoignage, c'est celui de Beria, évidemment. Un homme, vous voyez à peu près Beria, homme corpulent, dégarni, je dis ça sans regarder du tout du côté de Dimitri Casali, avec des lorgnons, et qui constitue à la fois l'un des purs produits du stalinisme et en même temps le plus dangereux des opposants de l'ombre au dictateur. Et vous avez compris que ces opposants, ils se font de plus en plus importants dans ces années 52 et début 53. Beria a rédigé un mémorandum assez effroyable qu'il a adressé à des alliés à lui à travers un certain nombre de pays satellites, parce que ça aussi on n'en a pas parlé, mais c'est devenu un véritable empire, l'Union soviétique, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, et avec la recommandation de ne l'ouvrir éventuellement qu'après sa mort. Or Beria sera liquidé par ses petits camarades, les successeurs de Staline, dès l'été de 53. On a donc eu cette version très tôt, et cette version, elle accuse Molotov, le célèbre ministre des Affaires étrangères, vous savez, Molotov, lui aussi un des pions de Staline. Voici ce que dit Beria. En gros, il dit que Kaganovich, l'ancien beau-frère de Staline, a brandi, alors parce qu'il faut se remettre dans le contexte, on a réuni ce politburo. Kaganovich est très remonté, si je puis dire. Il se trouve que il est juif, que son frère vient de se suicider, et qu'il demande une commission d'enquête sur cette affaire, sur ce pseudo complot. Et il est appuyé par un certain nombre des membres. Et là, on voit une colère terrible. Staline se fâche tout rouge, évidemment. Il demande à se retirer quelques minutes avec Malenkov et Beria. Avant ça, on lui a fait boire un verre de cognac. Et, alors là, il l'aurait dit, c'est Staline qui dirait ça à Beria, que Molotov lui a présenté ce verre de cognac et qu'en fait, dans le cognac, il y avait du poison. Parce que dans l'armoire où on est allé chercher le cognac, il y aurait eu du poison. Sauf que, de l'autre côté, dans la pièce, on écoute la conversation parce qu'évidemment, il y avait des micros qui avaient quand même été placés sur ordre de Staline. Vous avouerez que tout ça est un peu étrange. On se demande un peu, cette version de Beria, qui a été diffusée donc dès l'automne 53 et qui a été reprise par un certain nombre de personnes, elle pose pas mal de questions. Est-ce que Staline aurait bu le verre sachant qu'il venait de l'armoire au poison? Est-ce qu'il aurait parlé ouvertement et dénoncé un certain nombre des membres du présidium alors qu'il savait très bien qu'il pouvait l'écouter grâce au micro? Et puis surtout, les rapports médicaux sont formels sur la cause de la mort de Staline. C'est un accident vasculaire cérébral qui ensuite a dégénéré en insuffisance circulatoire et respiratoire, ce qui est assez classique du reste. C'est la principale cause de mortalité dans les pays développés aujourd'hui encore. Donc, est-ce qu'il aurait été empoisonné? Très probablement non. 16 grands médecins, dont 7 membres de l'Académie de médecine et 5 professeurs incontestables ont accrédité cette idée de l'accident cérébral. Donc je crois qu'on peut admettre qu'il n'y a pas eu de poison. Le deuxième témoignage, il est dû à un autre membre du présidium qui était présent dans le bureau de Staline le 28 février, qui plus tard sera ambassadeur à Varsovie. Or en 57, il va faire des révélations à des journalistes polonais et son but c'est de disculper justement le fameux Molotov qu'on a accusé
accusé d'empoisonnement. Alors voilà cette deuxième version de Ponomarenko. Staline est venu d'abord il fait remarquer que Staline est venu sans son secrétaire Poskrebichev à cette fameuse réunion du présidium. Il lit les 4 décrets qu'il a fait préparer et annonce aussitôt qu'il est décidé à déporter massivement des Juifs sur Birobidjan. Et c'est là que Kaganovitch se serait insurgé et un certain nombre de personnes avec lui. Molotov notamment demande la parole à propos de cette affaire du complot des blouses blanches qu'il dénonce virulemment. Et Voroshilov également appuie ses camarades. C'est une véritable rébellion et là Staline aurait eu un coup de sang et finalement il tombe. En tombant d'ailleurs il heurte du front la table et ça aurait été l'origine de ce qui allait conduire à sa mort. Voilà donc ce que dit Ponomarenko. Ce sera d'ailleurs une version totalement confirmée par celle que Ilya Ehrenburg, qui se trouvait lui aussi présent à la fameuse réunion, donnera à Sartre un peu plus tard à Paris. C'est un récit, disons, qui a le mérite de la vraisemblance. Évidemment, il est destiné au vaste monde et il est destiné surtout à disculper les nouveaux maîtres du Kremlin, ceux qui vont succéder à Staline. On pourrait s'en tenir là et conclure des recoupements de ces 2 témoignages, conclure que finalement Staline est mort victime de la colère. Sauf qu'il y a un 3e témoignage. Ce 3e témoignage, c'est celui de Nikita Khrouchtchev, c'est celui qui aujourd'hui fait figure de vérité officielle et c'est celui sur lequel j'aimerais bien m'entretenir maintenant, si vous le voulez bien, avec nos invités. L'ouverture du Vent le Terrible de Sergueï Prokofiev, à tout de suite sur Europe 1. Au cœur maintenant sur Europe 1 de la version de Khrouchtchev sur la mort de Staline. Voilà, c'est ça. Alors les 2 premières versions, me disait juste à l'instant Jean-Jacques Marie, sont des versions qui relèvent du roman feuilleton. Alors la version de Khrouchtchev, lui ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu une grande soirée à Kuntsevo, au cours de laquelle Staline a un peu bu, etc. Et puis tout le monde se sépare et on n'entend plus parler de lui en quelque sorte. Oui, une soirée, ils étaient 4. C'est tout. D'ailleurs, Khrouchtchev ne dit absolument pas de quoi ils ont parlé. Oui, ils étaient 4, Khrouchtchev dit du tout, absolument pas de quoi ils ont parlé. Ensuite, ils sont partis et pendant la nuit, Staline a eu une attaque. C'est vraisemblable, parce que les récits précédents, eux, sont fondés sur des inventions, dont l'une à laquelle j'ai cru pendant un certain nombre d'années, mais qui est totalement fausse, à savoir que Staline préparait la déportation des Juifs au Birobidjan ou ailleurs en Sibérie. Ce projet a été dans un texte écrit par un secrétaire et ensuite abandonné. Et Staline ne l'a jamais approuvé. Donc on peut penser que la version que donne Khrouchtchev est la moins invraisemblable. Voilà. Sûrement pas totalement authentique, non, mais la moins invraisemblable. Bon, c'est compliqué de faire d'histoire soviétique, oui, évidemment. Alors Rémi nous demande par Internet, comment expliqueriez-vous si tout ce que vous dites là, en gros, il me dit, croyez-vous que Staline serait aussi populaire en Russie s'il était aussi mauvais que vous le dites? Alors, effectivement, c'est une des questions qui se pose, et nous avons en ligne l'ami Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir. Bonjour. On constate à l'occasion de ce 60e anniversaire de la mort de Staline qu'il y a, sinon tout à fait une nostalgie, du moins un courant dans les fonds de la population soviétique, de l'opinion russe, c'est plus du tout soviétique aujourd'hui. Il y a chez les Russes presque une forme de respect pour Staline. Bien entendu, vous savez que les Russes sont nostalgiques de l'Union soviétique en tant que l'Empire. Mmh. Et le symbole de l'Empire, c'est Staline. Il y a une sorte de triomphe de posthume de Staline. Il ne faut pas se leurrer par rapport à l'histoire, puisqu'il reste, d'après les sondages, un des personnages historiques les plus populaires en Russie. C'est étrange, oui, c'est vrai. Rivalise à Pierre le Grand. C'est un désastre pour nous tous, parce qu'il y a une sorte de négocianisme qui se développe. Au fait, Khrouchtchev a largement contribué, puisqu'il a fait de l'histoire stalinienne quand même une histoire inventée, en essayant de faire porter à Staline le chapeau des grands crimes qui ont été commis par le régime, par Lénine, par Trotsky, et évidemment par Staline, avec vraiment les choses ahurissantes. Mais ce qui est grave, que ce négationnisme se développe sous l'aide de Poutine. Poutine s'occupe directement de la présentation de l'histoire, et c'est une histoire éminemment stalinienne, où il y a les références sur l'Empire, sur les grands tsars d'Ivan le Terrible, évidemment, jusqu'à Staline. Mais votre auditeur, il vise juste. Si Staline, il était nul, pourquoi aujourd'hui
Lénine et Trotsky sont balayés et Staline reste. Alors pourquoi? Dans le subconscient. Et je pense que parce qu'il s'adressait au code mental du pays, c'était un grand manœuvrier devant l'Éternel. Et je pense que sur ce plan-là, c'est un phénomène mérite vraiment une étude approfondie, ce que vous faites avec tant de brio. Oui, enfin, malheureusement, nous n'avons pas le temps d'une étude approfondie, mais c'était très important et intéressant de souligner cette dimension-là. Je rappelle évidemment, Vladimir, que vous êtes l'auteur du roman des Tsars, 400 ans de la dynastie Romanov, dont vous viendrez nous parler un de ces jours. Merci beaucoup. Un autre de nos auditeurs me pose, c'est une auditrice d'ailleurs, qui dit comment expliquer que les intellectuels français aient été à ce point staliniens, Dimitri Casali? Oui, excellente question, et c'est vraiment le point que j'aimerais souligner, c'est l'aveuglement des Français et du Parti communiste français en particulier durant toutes ces années 40, 50 et 60 et même en 70 avec Georges Marchais encore, cet aveuglement absolument stupide des communistes français. J'aimerais citer quand même la phrase de Staline. Staline dit de Maurice Thorez, bien sûr. Oui, voilà, Staline dissipe aujourd'hui le meilleur, la confiance est le fruit de son cerveau d'amour. De tout notre cœur, nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous l'assurons de notre confiance inébranlable. Et on voit le manque de courage des dirigeants communistes jusqu'à la fin des intellectuels communistes pour ce bourreau. Quand même, il faut rappeler qu'il a aussi massacré les 40 000 officiers polonais de Katyn d'une balle dans la tête. C'est un grand sujet. C'est quand même un monstre. Il faut replacer, il faut dire, il va appeler un chat un chat. Alors Jean-Jacques Marie, juste un mot pour conclure. On a dit énormément de choses horribles sur Staline. Est-ce qu'il y a un peu de positif dans tout ça quand même, néanmoins? Pendant un certain nombre d'années, Staline a défendu la propriété d'État, mais il l'a miné lui-même et il a ouvert la voie à l'effondrement de l'Union soviétique organisée par la nomenclatura. Bon, vous voyez bien, j'ai essayé, mais je n'y arriverai pas. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle évidemment les titres de vos ouvrages. Donc Staline, 1878-1953, Mensonges et mirages de Jean-Jacques Marie, c'est publié chez Autrement. Et puis de Dimitri Casali, il y a quelques années maintenant, cet ouvrage Staline et son temps avec Antoine Auger. Et puis beaucoup plus récent, le grand album de l'histoire de France chez Grunt et l'histoire de France interdite chez Lattès. C'est sorti là à l'automne dernier. Merci beaucoup à tous les deux. Bonjour Elena, vous êtes au Salon de l'Agriculture de nouveau. Oui Franck, et nous allons parler de la traçabilité des produits alimentaires, sujet d'actualité s'il en est un. Comment savoir ce que nous mangeons? On en parle avec les experts européens. On attend bien entendu vos questions au 39 21 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Franck. Merci beaucoup Elena et nous nous retrouvons lundi Julia. Bon week-end Franck et à lundi sur Europe 1 évidemment.